Donc voilà, chose promise, chose due, je vais vous parler d'un vrai film. Pas un grand film, mais du cinéma sans prétention, fait par des mecs qui aiment réellement le cinéma, et plus particulièrement le genre dans lequel ce film est ancré. Et c'est la vision d'un film sorti très récemment, que j'ai malheureusement, pour l'intégrité physique de mon cerveau, décidé de regarder, qui m'a fait prendre conscience d'une chose que certes je savais déjà, mais qui est la preuve supplémentaire dont j'avais besoin en ce qui concerne la dégénérescence du cinéma, et aussi celle qui montre que ça n'est pas seulement les gros films qui sont touchés, mais même les plus petits budgets, ceux sur lesquels on pouvait encore compter il y a encore très peu de temps, et qui empruntent le même chemin menant à la médiocrité, et ça, c'est encore plus inquiétant. Et donc, quel est ce film? Il s'agit de Dangerous Animals. J'ai un faible pour les petits films d'horreur dans ce style depuis toujours, des films au scénario qui en général tiennent sur des tickets de métro, mais dont les réalisateurs arrivent à trouver les bonnes idées pour en faire des films prenants, de par leurs ambiances, les jeux d'acteurs, les trouvailles pour nous mettre mal à l'aise et nous donner une bonne sensation de train fantôme qu'on emprunte pendant 1h30 avec la dose d'adrénaline qu'on s'attendait à recevoir en appuyant sur le bouton lecture. Je laisse donc toujours en général sa chance à ce genre de film, ce sont les seuls qui arrivent encore un peu à rester un minimum divertissant, jusqu'à maintenant. Dangerous Animal, c'est une soupe sans goût qui m'a juste endormi, des personnages tous clichés, la bimbo 10 sur 10 que tu croises une fois tous les 30 ans dans ta vie en guise d'héroïne. Évidemment, elle est super forte, super intelligente, et surtout très hautaine. Elle n'a besoin de personne dans sa vie. C'est une rebelle, tu comprends, parce qu'elle a beaucoup souffert dans le passé, une enfance malheureuse, des parents distants, elle coupe les ponts avec tout le monde pour parcourir le monde toute seule comme une hippie, blablabla. Une intro de film bien casse-couille donc, où elle croise un type juste pour baiser avec. On a donc la scène de sexe gratuite et inutile d'entrée de jeu, puis elle laisse le mec en plan, parce que tu comprends, c'est une femme forte hein, et indépendante. Le mec a juste servi de godemiché. Puis évidemment, elle se fait kidnapper par le méchant, joué par un acteur qui n'a absolument rien pour représenter un serial killer. Du coup, qu'est-ce qu'il fait pour compenser? Il cabotine à mort. Il aboie sur un chien, il danse en slip dans une scène interminable en buvant de l'alcool. Il ne fait pas peur, hein, il fait juste rire en fait. Et évidemment, le scénario rempli d'illogisme. Le méchant se fait éclater par la bimbo, le gentil mec qui était tombé amoureux d'elle après l'avoir sauté, mais dont les moments d'apparition dans le film ne servaient qu'à gonfler le scénario. Il revient à la fin pour l'aider, il sert juste à se faire capturer et blesser. C'est lui qui se fait finalement sauver par la fille, hein, parce que c'est un homme. En 2025, les hommes sont soit faibles, soit ils veulent tuer les femmes, c'est bien connu, surtout s'ils sont blancs. Hein. Là, c'est l'horreur absolue. Bref, je ne vais pas m'étendre sur ce film de merde noté quand même 3,6 par la presse et 3,4 par les spectateurs sur Allociné, alors qu'il mérite au grand max 0. Et là, je vous avoue qu'en voyant ces notes, je suis très inquiet. Le cinéma est vraiment tombé aussi bas pour que les spectateurs puissent se résoudre à mettre des notes aussi bonnes à des films aussi merdiques. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait? Et c'est donc le moment parfait et le film parfait pour comparer deux époques en le mettant à côté d'un autre film qui sur le papier est quasiment identique. Dangerous Animal, c'est donc un film australien qui met en scène des jeunes qui parcourent l'Australie pour leurs vacances et se font capturer, torturés et tués par un autochtone psychopathe. Pour ceux qui allaient voir des films au cinéma dans les années 2000, est-ce que vous voyez vers quel autre film je veux vous emmener? Non mais réponds pas, je sais que c'est le film que j'ai mis sur la miniature. Let's play. Oui, il s'agit bien de Wolf Creek, le survival qui m'a le plus marqué ces 20 dernières années. On pourrait même l'appeler survival slasher, car c'est un hybride qui utilise les codes du slasher, mais avec la sécheresse d'un thriller criminel. Mais en gros, il reprend les codes de cette merde de Dangerous Animals, un groupe de jeunes qui parcourent le bush australien pour leurs vacances, qui décident d'aller visiter le cratère de Wolf Creek, et se font capturer, torturer et tuer par un autochtone psychopathe. Pourquoi est-ce que l'un fonctionne et pas l'autre? Greg McLean, le réalisateur de Wolf Creek, est parti avec un budget de seulement 1 million de dollars en poche pour faire son film, et comme tous les films à petit budget, il a dû se creuser les ménages pour trouver les bonnes idées permettant de happer le spectateur du début à la fin. Au départ, Greg McLean avait dans l'idée que les personnages du film tombent sur une caméra vidéo montrant plusieurs autres victimes de Mick Taylor pour illustrer la monstruosité du type, mais après avoir écrit son script, il s'est rendu compte que le budget ne l'aurait pas permis,
Il a donc choisi de se concentrer uniquement sur l'histoire de ce groupe de 3 personnes. Ce qui frappe en premier dans Wolf Creek, c'est son atmosphère. L'Outback devient un personnage à part entière, McLean place son contexte dans l'immense décor naturel du bush australien, et il fait évoluer ses personnages durant la moitié du film, sur des routes interminables qui s'étendent à perte de vue. La première heure est essentiellement imprégnée d'une ambiance de road trip décontractée, dans la lignée de certains films américains des années 70. Le récit prend son temps pour installer ses personnages, s'apparentant presque à un récit de voyage. 3 amis, Liz, Christy et Ben, interprétés par Cassandra McGrath, Kirsty Morrissey et Nathan Phillips, s'aventurent dans l'outback australien à bord d'une vieille voiture pour visiter le célèbre site d'impact de météorites situé dans le parc national de Wolf Creek. Le déroulement de l'histoire, initialement joyeux et détendu, contribue à rendre les protagonistes principaux véritablement attachants et crédibles. En parallèle, l'attachement à une représentation naturaliste et même quasi documentaire de leur voyage et de leurs interactions permet à la mise en scène de Greg McLean d'accentuer volontairement leur isolement par rapport à tout semblant d'environnement civilisé. Les choses commencent à se gâter quand la pluie arrive, légère quand les personnages commencent leur ascension vers le cratère, et de plus en plus forte jusqu'à leur retour à leur véhicule. Et là, je vais vous donner une petite anecdote qui montre à quel point on peut mesurer le talent d'un réalisateur. La pluie n'était à la base pas prévue sur le tournage, mais quand on tourne en décor naturel, avec un budget serré et un timing à respecter, on doit faire avec. Greg McLean a donc eu la bonne idée de se servir de la pluie comme d'un élément anxiogène à rajouter dans son film. Et ça fonctionne totalement. Il a réussi à transformer un problème en atout, et c'est à ça qu'on mesure le talent d'un réalisateur, contrairement à tous ceux qui vont maquiller leurs problèmes derrière des effets numériques dégueulasses, comme des gros feignants. Une autre bonne trouvaille, qui fonctionne encore plus quand on ne sait rien du film avant de l'avoir vu, Greg McLean nous emmène sur des fausses pistes, notamment la piste de la visite extraterrestre, avec les mondes des personnages qui s'arrêtent toutes à la même heure, la voiture qui tombe en panne, les lumières, etc. And it ain't no man. No, I saw some lights. Where? On pourrait presque croire à un film de science-fiction avant que l'arrivée de Mick Taylor nous ramène à la dure réalité du monstre humain, qui est en fait le pire monstre imaginable. What the bloody hell are you mob doing out here? Scared the shit out of me. Les choses que je n'ai pas mentionnées, dès le début du film, les personnages sont tous crédibles. Pas de bimbo surmaquillé qui vient de sortir du coiffeur et de l'esthéticienne, pas de mec avec des tablettes de chocolat, coupe branchée de surfeur, etc. Non, des jeunes tout à fait normaux. Ce ne sont pas des top modèles, mais des gens que vous croisez tous les jours. Ce qui renforce cette sensation du « ça peut arriver à n'importe qui ». C'est peut-être arrivé à la fille que vous avez croisée hier en faisant vos courses, on y croit. Les acteurs sont excellents, ils sont très naturels, comme par exemple la scène du baiser en haut du cratère. On sait tous qu'en général, les scènes de premier baiser dans les films ne ressemblent pas du tout à la réalité, c'est tout le temps romancé par la mise en scène, la musique, etc. Là non, on voit 2 personnes hésitantes, gênées après l'avoir fait, mais on sent malgré tout à travers eux cet effet du cœur qui bat à 100 à l'heure, et la joie au fond d'eux qu'ils tentent de cacher. J'ai trouvé cette scène vraiment touchante, naturelle, elle fonctionne à 100%, ce qui crée un énorme attachement pour les personnages et nous mettra une mandale encore plus énorme quand le monstre fera son entrée pour tout détruire. Car oui, le véritable atout de ce film, c'est John Jarratt, qui est littéralement parfait et plus vrai que nature dans le rôle de Mick Taylor, un chasseur de l'outback apparemment bienveillant, mais qui dégage toutefois une vague aura menaçante en raison de sa nature robuste. Et c'est ainsi qu'on ne pourra que remarquer sa froideur, véritablement inquiétante, au moment où, assis autour d'un feu de camp, Ben fait une blague a priori anodine sur Crocodile Dundee. De plus, ce sentiment de menace latente est encore accentué par le paysage de l'outback australien, rude, impitoyable, qui tend à faire penser qu'en dépit de son côté extrêmement plat et baigné d'un soleil de plomb, le mal pourrait presque s'y cacher au grand jour. Cette atmosphère permet au scénario de Wolf Creek d'avancer d'une manière implacable. Le film est clairement divisé en 2 parties. La première moitié, ma préférée, nous présente longuement les 3 héros, Liz, Christy et Ben, le spectateur découvrant avec eux les magnifiques paysages australiens, la découverte des penchants sadiques et ultra-violents de Mick dans le 2e acte n'en sera que plus brutale et éprouvante. D'ailleurs, il faut noter que Greg McLean fait preuve d'un enthousiasme débordant dans sa description de la violence, avec une série de scènes d'une sauvagerie extrême, doublée d'un nombre croissant de victimes et d'un suspense certain qui tendra à bouleverser les attentes du spectateur, du moins quant à savoir qui se sortira vivant de cette cruelle mésaventure. En plus d'être d'une cruauté extrême, Mick dégage un mélange glaçant d'humour noir et de sadisme, comme par exemple le fait de menacer une victime avec son fusil en lui faisant croire qu'il va lui tirer dessus, juste avant de lui dire de ne pas s'inquiéter, je mets toujours des capotes quand je vous baise. Come on. Calm down. Listen to Uncle Mike. Come on. Now, as I keep telling you, I always use a rubber with you cunts. Well, I don't know where you've been. Ou bien la fameuse tête sur une pique, avec le brisage de la colonne vertébrale au couteau buck, tout un programme. Des choses qui marquent, choquent
et dont on se souvient longtemps après le visionnage. Il n'y a au final pas beaucoup de morts dans ce film, mais chacune d'elles est très marquante. Là, les femmes n'arrivent pas à étendre un type de 90 kg avec leurs petits poings, elles restent à leur place de femmes, et face à un chasseur qui a passé sa vie dans le bush australien à tirer sur des kangourous et ouvrir des sangliers en deux avec son couteau de 40 cm, elles ne font évidemment pas le poids, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire dans des films sortis 20 ans après. N'est-ce pas, Dangerous Animals? Et le seul garçon du groupe, il ne fait pas le poids non plus d'ailleurs, parce que ça reste un gamin qui a passé sa vie sur des planches de surf, donc le film reste totalement ancré dans la réalité, la dure et triste réalité certes, mais la réalité que tout le monde se doit d'accepter, afin qu'on nous serve des films crédibles, auxquels on arrive à croire et à s'y projeter. Vous voyez, le tueur de Wolf Creek m'a marqué, et je me souviens encore de son nom. Le nom du tueur de Dangerous Animals, je l'ai oublié juste après le visionnage, parce que je m'en fous. J'y crois pas une seconde. Wolf Creek dégage tout au long de son intrigue une angoisse sourde et malaisante, d'autant plus que le tueur du film n'est pas un de ces monstres du cinéma aux faciès immédiatement reconnaissables, avec des masques de foire ou de hockey, visage brûlé, difformité. Non, il s'agit au contraire d'un être humain d'apparence tout à fait normale, et qui en dépit de son apparence robuste, s'efforce de se montrer affable et drôle, alors qu'il se révélera pervers et monstrueux lors de scènes de torture mémorables, alors même que Greg McLean, qui a parfaitement retenu les leçons de Toby Hooper sur Massacre à la tronçonneuse, n'en montre finalement que très peu, ne versant jamais dans le gore à outrance ou la surenchère. L'essentiel est laissé à l'imagination du spectateur, ce qui tend à rendre le film encore plus oppressant, et le fait que le film soit essentiellement tourné caméra à l'épaule ajoute une touche de réalisme à l'ensemble. On retrouvera cette tentation à faire appel au code du fantastique, comme le début avec les montres qui s'arrêtent, à l'occasion du plan final du film, durant lequel on voit la silhouette du tueur s'éloigner en direction du soleil couchant, puis s'estomper à l'horizon. Si cette idée souligne évidemment le caractère insaisissable du tueur, elle fait aussi le pont avec d'autres classiques du fantastique, tels que Duel ou Jeepers Creepers, dans le sens où elle sous-entend que le mal ultime n'a pas de visage et peut se cacher partout. Wolf Creek vient tout juste de sortir au format Blu-ray 4K Ultra HD, sous les couleurs d'ESC Edition, récemment rebaptisé ESC Film. Comme souvent avec l'éditeur, le film s'impose dans un bel écrin, le combo Blu-ray 4K UHD plus Blu-ray dans un digipack 3 volets, surmonté d'un étui cartonné, je l'ai donc bien évidemment acheté. Côté master, c'est du lourd, hein. Le film a eu droit à un vrai lifting, et le rendu 4K colle vraiment des baffes visuelles. Ce qui est dingue, c'est que le film avait été tourné avec une Sony HDW F900, une caméra HD de 2005, très loin des normes HDR actuelles, et pourtant, le nouvel étalonnage Dolby Vision fait le travail. Il rattrape la légère surexposition du matos d'origine et on voit un beau niveau de détail. Les couleurs sont plus orangées et dorées que jamais, surtout dans les séquences en plein outback, tu sens presque la poussière t'entrer dans le nez. Les ombres sont superbes, les gros plans sont chirurgicaux, et les contrastes ressortent bien mieux, et parfois même un peu trop. Dans les dernières scènes nocturnes, ça se voit, la peau des acteurs brille façon HDR dopé aux stéroïdes, un peu trop artificiel pour un film qui joue normalement la carte du réalisme crade. Côté son, la VO est en Dolby Atmos, la spatialisation est donc nickel, la fête du début t'aspire dans l'ambiance, l'outback te fait entendre chaque insecte, et la dernière partie t'enfonce des gros coups de stress dans le crâne, les chocs te font sursauter, le caisson de basse cogne sec, et les surrounds sont en sueur permanente. Pour ceux qui n'ont pas l'Armada Atmos, le DTS HD Master Audio 5.1 reste costaud, surtout face au vieux DVD de 2007 qui sonnait comme un vieux poste de radio de camping. Mais voilà, arrive le drame. ESC Film balance en VF une VF québécoise. Et là, on bascule directement dans la 4ème dimension. La voix de Mick Taylor est vraiment cliché, il n'y a vraiment aucune émotion dedans, et tu passes de l'horreur crade à un sketch des inconnus en moins d'une phrase. Entre les expressions typiques des mangeurs de sirop d'érable et la dissonance avec l'image, ça flingue net toute immersion, et surtout, ça n'est pas la VF ciné d'origine. I, like your little mate said before, you know, that's not a knife. This is a knife. Hey, c'est ça que ton copain a fait lui aussi. C'est pas un couteau, ça. Ça, c'est un couteau. Bref, en VO c'est un carnage jouissif, en VF 4K c'est un carnage. Involontaire. Préférez donc la VO sous-titrée, car John Jarratt est vraiment excellent. Même dans son intonation perverse et sadique, il est bien plus crédible qu'en étant doublé de manière insipide et plate dans la VF. Mais vous savez déjà que si vous êtes de vrais cinéphiles, un film se doit d'être vu en VO. Voilà donc pour cette petite vidéo centrée sur Wolf Creek. Il y a longtemps que je voulais en parler, je me rends compte que peu de personnes dans mon entourage le connaissent, et c'est dommage de passer à côté de ce petit bijou. La suite Wolf Creek 2 est très intéressante aussi, bien que beaucoup plus bourrine. J'en ferai peut-être une vidéo aussi, tout comme la série sortie après. Arrêtez donc de vous contenter de merde, de passable. Exigez la perfection, que ce soit dans les films ou dans les jeux, parce que si on ne se contente que du passable, on n'aura plus jamais de perfection. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine, salut à tous.